Monsieur le président de l'Institut océanographique, Michel Petit, patron de ces lieux, mesdames et messieurs et fidèles assistants à ces conférences, je suis Robert Calcagno, le directeur général de l'Institut océanographique, qui dirige aussi le musée océanographique de Monaco. Je suis toujours particulièrement heureux lorsque je peux venir le second mercredi de chaque mois, d'écouter les conférences de nos conférenciers et de vous accueillir. Et je note dans la salle de nombreux amis, alors je vais me limiter au premier rang, mais je vois Michel Ignette, le directeur de l'aquarium de la Porte Dorée, qui est là, fidèle parmi les fidèles, avec une cravate avec un magnifique crocodile blanc. Je vous incite à aller le voir, hein, c'est extraordinaire. Pas la cravate, hein, le crocodile, aquarium de la Porte Dorée, c'est pas cher. Hein? On a là ici, allez François, lève-toi. Vous connaissez tous François Sarano, donc l'adjoint du commandant Cousteau, qui a marqué l'histoire du musée océanographique de Monaco et qui depuis maintenant de nombreuses années vole ou plutôt nage de ses propres nageoires, et depuis aussi pas mal de temps un grand défenseur des requins. Et donc d'habitude je le fais à la fin, mais là je vais le faire au début. Au mois de novembre, donc la date sera le 10 novembre peut-être. Allez, on va regarder. Le 12, il y en a qui suivent mieux que moi, je vérifie quand même. Le mercredi 12 novembre, donc François Sarano et Primo Micarelli viendront faire une superbe conférence sur les grands requins blancs de Méditerranée. Alors oui, pour ceux qui se baignent en Méditerranée, il y a des grands requins blancs, mais non, ne soyez pas trop effrayés, ils ne viennent pas tourner auprès de nos rivages. Enfin, en général, pas, même si on note dans l'histoire un monsieur qui s'est fait manger à Toulon, grand requin blanc pêché près de Marseille. Enfin, il nous racontera un petit peu tout ça. Et puis, je vois également nos amis de Pew, Nicole Oceda, Jean-Paul Michel. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être là. Vous êtes là ce soir pour Philippe Curie. Alors Philippe, on a une chance extraordinaire de l'avoir, donc un chercheur, comme on dit, de classe exceptionnelle, mais c'est vrai, et il travaille donc à l'IRD à Sète depuis quelque temps. Il a eu la particularité d'avoir une carrière très internationale, puisqu'il a travaillé et à plusieurs reprises, à la fois en Afrique de l'Ouest, dans différents pays. Il a tenu plusieurs postes à Monterrey, donc en Californie. Il a également travaillé en Afrique du Sud et c'est le grand spécialiste français des problèmes de pêche et d'halieutique, et en particulier des problèmes de pêche. Il est un conseiller écouté de nos gouvernements successifs. Je me souviens avoir travaillé à côté de lui pour le Grenelle de la mer, l'atelier biodiversité, où avec sa fidèle complice Claire Nouvian, il essayait de mettre en exergue les difficultés et les risques de la surpêche. Alors nous y voilà, les risques de la surpêche. Ça risque d'enlever des poissons, mais on va le voir ce soir, phénomène curieux, un peu inattendu, ça profite aux méduses. Et lorsqu'on nous pose la question, effectivement, comment ça se fait qu'il y a ces multiples pullulations de méduses, une bonne partie de la réponse, Philippe Curie va nous l'apporter ce soir. Alors Philippe, la salle est à toi, comme on dit en anglais. Merci, est-ce que vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Bon, merci, bonsoir à tous et toutes. Je suis désolé, j'ai pas mis une cravate, j'ai mis une cravate avec des poissons, pas avec des méduses, je n'en ai pas trouvé. Alors, on va parler de deux espèces. Alors, tout ce cycle est consacré au Seigneur des océans. Alors, on va voir, je vais faire quand même, on m'a demandé de parler sur les méduses, mais je vais faire quelques considérations quand même sur les requins, parce que c'est important, et c'est important aussi, mais mon approche, vous allez voir, est assez halieutique, c'est-à-dire on va traiter beaucoup de l'exploitation des ressources marines. Alors,
vous savez, Jules Verne, il avait beaucoup de prophéties, et puis quand il arrive avec son Nautilus, là, dans l'estuaire du Maroni, il constate que vraiment toutes les populations de mammifères marins ont été complètement détruites, et voilà ce qu'il nous dit. Depuis que les hommes ont presque entièrement anéanti ces races utiles, alors il y avait les lamantins et les baleines et tous ces gros animaux, les herbes putréfiées sont empoisonnées l'air, et l'air empoisonné, c'est la fièvre jaune qui désole ces admirables contrées. Les végétations vénéneuses se sont multipliées sous ces mers torrides, et le mal s'est irrésistiblement développé depuis l'embouchure du Rio de la Plata jusqu'au Floride. Et ce fléau n'est rien encore auprès de celui qui frappera nos descendants, donc nous, lorsque les mers seront depeuplées de baleines et de phoques, alors, encombrées de poulpes, de méduses, de calmars, elles deviendront de vastes foyers d'infection, puisque leurs flots ne posséderont plus ces vastes estomacs que Dieu avait chargés d'écumer la surface des mers. Alors, est-ce que cette prophétie s'est réalisée, puisque ça a été quand même écrit en 1869 ? Alors, des méduses, on en trouve partout. Il y a même des très beaux tags de méduses. J'ai trouvé ça, là, c'est assez joli. Vous voyez, c'est une méduse qui est faite sur un mur, ça doit être en Tunisie, je crois. Les méduses, bien sûr, on les connaît parce que vous avez eu des cycles de conférences. Et puis ça, alors, on peut se baigner parmi les méduses si elles ne sont pas urticantes, mais vous voyez qu'il faut s'armer quand même de pas mal de plastique et de choses couvrantes pour éviter les piqûres. Alors, on peut faire aussi, vous voyez, des grands filets comme ça, parce que, par exemple, en Australie, il y a des méduses qui sont micro-méduses, toutes petites méduses qui sont urticantes et qui sont mortelles. Alors là, il vaut mieux s'en prévenir, donc on peut faire ce genre de barrage pour pouvoir se baigner. Et puis, vous voyez, il y a cette horrible allergie, passons vite là-dessus. Et voilà, donc la méduse, ça... Je crois qu'il y a 5-10 ans, on n'aurait pas vraiment fait tout un cycle sur les méduses, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va le voir, il y a des pêches de méduses. Ah pardon, il y a des pêches de méduses. Comment ça se met cette chose-là ? J'ai défait mon micro, excusez-moi. Ah, c'est ça. Voilà. Donc, il y a la méduse, elle est pêchée, ou alors, vous voyez, elle empêche de pêcher, et parfois, même, vous voyez, là, ça c'était au Japon, les méduses sont tellement grosses que, quand on fait des coups de Seine, on récolte tellement de méduses que le bateau a coulé, finalement. Donc ça a été événementiel. Et puis, bien sûr, il y a les méduses qui obstruent les canalisations, il y a, bien sûr, les méduses qui se mangent. Vous voyez, en Asie, il y a une grosse consommation de méduses, on va voir ça tout à l'heure. Et puis, alors j'ai essayé la méduse, c'est pas fantastique, c'est vraiment gélatineux. Bon, ça va quand c'est dans une bonne salade bien assaisonnée. Mais il y a une grosse consommation, bien sûr, en Asie, et en Chine et au Japon. Et puis, bientôt, on aura peut-être dans nos sandwichs des méduses. Voilà, peut-être. Et puis, bien sûr, il y a plein, vous l'avez vu certainement dans les conférences, il y a plein d'utilisations des méduses. Il y a en pharmacie les collagènes. Et puis, il y a les méduses aussi qui ont toujours été, on va le voir, qui ont toujours été là, je veux dire, dans les océans, qui sont fascinantes par leur taille et puis fascinantes par leur grâce. Maintenant, dans tous les aquariums du monde, enfin les beaux aquariums, c'est l'aquarium de Monaco, mais l'aquarium de Montreuil aussi, il y a des très très belles méduses. Et c'est vrai que esthétiquement, c'est extrêmement beau. Alors, parlons un petit peu des océans. Aujourd'hui, dans le passé, dans le futur, est-ce que vraiment cette population de méduses, est-ce que c'est événementiel ? Est-ce que c'est une chose qui est récurrente ? Dans quel type d'écosystème ? Et quels sont les facteurs qui influent sur ces méduses ? Est-ce qu'on va voir plein de méduses et puis des requins ? Quel est l'état des choses ? Alors d'abord, je voudrais insister sur une chose. Moi, je travaille sur les poissons, sur la consommation de poissons, sur la pêche. Et il y a des courbes qui sont tout à fait incroyables. Et la courbe la plus incroyable, je crois, c'est celle du bas. Ces petites barres bleues, vous voyez, c'est notre consommation individuelle de poissons au niveau mondial. Et quand on voit dans les années 50, on mangeait quelque chose comme 3-4 kilos de poissons, et qu'aujourd'hui, au niveau mondial, on arrive à 19-20 kilos, vous voyez notre appétit croissant individuel. Alors ça, c'est par habitant.
Donc il faut bien sûr multiplier ça par la population. Bien sûr, vous voyez cette ligne-là qui a augmenté. Donc notre appétit pour la mer est devenu absolument colossal. Et ça, on le voit parce que, bien sûr, ça a eu des répercussions sur la pêche. On voit la pêche a dû se développer de façon extrêmement forte depuis les années 50, vous voyez, jusqu'aux années 80-90, où là, on a une espèce de plateau, et le reste a été, je dirais, comblé, cet appétit a été satisfait par un développement de l'aquaculture. Vous le voyez sur cette courbe-là. Alors, parlons un tout petit peu des requins. Eh bien, l'appétit aussi pour les requins a augmenté. C'est-à-dire, en réalité, les captures mondiales n'ont cessé de croître. Alors, c'est vrai que ces requins plus rares, parce que les statistiques, vous savez, sur les requins ne sont pas toujours très bonnes. Et vous voyez, vous avez quelque chose comme 800 000 tonnes de requins, ce qui est énorme, qui sont, alors ça c'est très largement sous-estimé, qui sont consommés par an. Et vous voyez, vous avez une chute, en réalité, plus récente, ces 5-10 dernières années, pour la consommation de requins. Alors là, la consommation de méduses, alors là, c'est encore des statistiques qui sont encore plus difficiles à avoir, mais on voit, les principaux pays, c'est bien sûr la Chine, la Thaïlande, la Malaisie, et vous voyez, il y a quelque chose comme 400 000 tonnes. Donc il y a une demande qui est quand même importante. Quand je vous montrais cette assiette avec les méduses, eh ben oui, c'est une réalité, puisque c'est 500 000 tonnes de méduses qui sont consommées notamment par la Chine. Alors, on produit aussi, vous savez, de la méduse en aquaculture. Alors, je vous montrerai aussi un autre exemple, mais vous voyez, on produit par exemple des tortues, on produit toutes sortes de choses, des holoturies, des grenouilles, et puis vous voyez, il y a quelques dizaines de milliers de tonnes, en réalité, c'est pas beaucoup, mais l'aquaculture, des méduses, c'est faible, mais ça prospère. Alors, quand on parle de la surexploitation, de quoi parle-t-on? Alors, vous le voyez, je vous l'ai dit, les captures, elles n'ont pas arrêté d'augmenter, et puis il y a eu depuis les années 80, 85, 90, vous voyez, il y a eu des captures qui ont été à peu près plus ou moins plus stables. Alors on peut se dire, voilà un exemple merveilleux de développement durable. On arrive à prélever exactement une quantité dans la mer, et puis c'est durable, puisque depuis une vingtaine, trentaine d'années, on arrive à capturer à peu près 80, 90 millions de tonnes. Pourquoi je suis assez imprécis sur les chiffres? Parce que en réalité, c'est beaucoup plus que ça, parce que vous savez, il y a plein de pêche illégale et plein d'autres choses qui font que c'est une estimation basse de nos captures et de notre capture mondiale. Alors, quand on regarde l'effort de pêche, on voit que, alors ça c'est à peu près stable, on voit qu'en réalité l'effort de pêche a beaucoup augmenté. Il a beaucoup augmenté, vous voyez, c'est presque exponentiel, il a augmenté de 4 fois depuis ces années-là. C'est-à-dire qu'il va falloir, quand je parle d'effort de pêche, ça peut être plein de choses. C'est le nombre de pêcheurs, c'est le nombre de bateaux, c'est le temps passé en mer, etc. Donc là, c'est une mesure très... Vous pouvez bien vous imaginer qu'au niveau mondial, c'est extrêmement difficile à quantifier, mais là, c'est une mesure qui donne un effort en kilowatts dépensé pour aller capturer ces ressources. Donc, on met beaucoup d'efforts de pêche, et en réalité, on capture les mêmes quantités. Vous voyez, on a quadruplé l'effort de pêche, mais on pêche les mêmes quantités. Alors vous allez me dire, mais en Europe, le nombre de bateaux diminue, etc. Alors c'est vrai qu'en France, le nombre de pêcheurs a considérablement diminué. 30 000, il est passé de 30 000 à 10 000. Et au niveau européen, c'est la même chose. Mais on a cette diminution-là, donc, au niveau européen. Mais au niveau mondial, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de diminution. C'est-à-dire qu'il y a des augmentations extrêmement importantes de cet effort de pêche, c'est-à-dire de cette activité de pêche, et une capture qui est toujours assez stable. Alors, ça a eu des effets, et s'il y a eu des travaux de fait, alors, qui ont produit des chiffres, finalement, tous ces grands animaux qui étaient ciblés préférentiellement, quelles ont été leurs diminutions. Alors, on peut reprendre dans les archives, vous voyez, dans les archives, et réestimer des abondances historiques, c'est-à-dire il y a 50 ans, des fois il y a 100 ans, en mer du Nord, il faudra peut-être remonter à 150 ans, pour voir un peu de combien tous ces grands animaux et tous ces composantes de l'écosystème ont diminué. Alors vous avez là des travaux mais qui montrent certains chiffres, bon, ils valent ce qu'ils valent, je veux dire, mais ils montrent quand même que ce soit les oiseaux marins, que ce soit les tortues marines, les baleines,
les mammifères marins, les requins, on a des diminutions extrêmement fortes, parfois au-delà de 80%. Vous savez, en pêche, on estime, grosso modo, bien sûr, que si on pêche, bien sûr, on diminue l'abondance. Ça, c'est obligé. Donc, vous avez des stocks de poissons, et on estime qu'on peut aller jusqu'à 50%, 40%, mais au-delà, ça hypothèque quand même le futur des populations. Donc là, on le voit bien, pour tous ces grands animaux, on a diminué leur abondance. Alors, bon, est-ce qu'on a quelque chose comme ça? C'est-à-dire que, finalement, un peu la prédiction de Jules Verne, c'est qu'on a tous ces grands animaux, et puis maintenant, on aurait plus de petits animaux, plus de petits poissons, etc. Alors là, je voudrais vous montrer des données qui sont absolument extraordinaires. C'est peut-être les plus belles données depuis les années 70 qui ont été faites sur les côtes canadiennes, et vous voyez, sur les côtes canadiennes et américaines. Et ça, vous voyez le nombre, les chiffres, ça représente le nombre de fois où les scientifiques ont fait des échantillons depuis les 30-40 dernières années. Pour faire quoi? Pour quantifier l'abondance des poissons et la taille des poissons dans cet écosystème-là. Donc ça a été un suivi absolument extraordinaire fait par les scientifiques. Alors on utilise des méthodes de pêche, des chalutages, on regarde les poissons, on fait de l'acoustique, donc on mesure l'abondance des poissons, etc. Et qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve que, c'est ce que je vous dis, c'est que le milieu, maintenant, marin, en réalité, il est composé de petits poissons, et tous ces gros animaux qui constituent les milieux marins ont diminué en taille ou ont disparu. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez, c'est cette zone-là. Et on voyait que dans les années 75, dans cette zone de l'Atlantique nord-ouest, si on mettait un masque de plongée, si on descendait, le poisson moyen, il faisait 800 grammes. Voilà, donc ça c'est une donnée scientifique, on regardait et on prenait les tailles moyennes, on calculait le poids, etc. On fait tout un tas de calculs, mais là ce sont des observations, et on a suivi ça pendant 40 ans. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu cette diminution absolument drastique de la taille moyenne des poissons et de tous ces requins, etc. Donc on a vu que depuis une quarantaine d'années, on est passé de 800 grammes en moyenne à moins de 200 grammes. Et ça, c'est un fait. En réalité, les écosystèmes marins, maintenant, ils sont un peu, comment on dit, nanifiés ou nanisés, je ne sais pas exactement le terme, mais on a des petits poissons. Et ça, c'est important pour le fonctionnement de l'écosystème même. Et on va voir l'importance de ça. Alors, les requins. Parlons tout de suite des requins. Est-ce que ce sont les seigneurs? Alors, il y a des revues qui ont été faites. Vous voyez, c'est des évaluations, les déclins des requins dans le monde. Et alors là, c'est un peu désespérant, parce que c'est vraiment pas, je dirais, les seigneurs, mais c'est des seigneurs qui ont été mis à mal. On voit que vous voyez, pour les principales espèces, chaque barre, c'est une espèce différente, et voir l'évolution sur les 20 dernières années de ces populations de requins. Alors on voit dans le Pacifique central, vous voyez, les diminutions sont de 80-90%. 80%, un peu moins pour pas mal d'espèces dans l'Atlantique nord-ouest, Golfe de Mexique, et puis regardez la Méditerranée. Alors vous savez que la Méditerranée, c'est quand même la mer la plus surexploitée du monde. C'est triste à dire, mais ça bat le record Guinness. Toutes les ressources sont à peu près surexploitées. Alors les requins, vous avez beaucoup d'espèces de requins dans la Méditerranée, mais vous voyez les principales, il y en a 3 à 5, là, les diminutions d'abondance sont de l'ordre de 90 à parfois 99%, et avec 97 en moyenne. J'ai un collègue qui s'appelle Soldo qui m'a montré ces cartes l'autre jour d'abondance de requins dans l'Adriatique. Et vous voyez, ça c'était les années 48-49. Vous voyez, ça ce sont des kilos par kilomètre carré, et voilà l'abondance en rouge. Et vous avez maintenant aujourd'hui la même carte. Vous voyez que dans les années 97-98, puisqu'on fait toujours des estimations, vous voyez que le seigneur des océans est sacrément absent de ces zones-là. Alors, on dit souvent, moi je participe à plein de réunions et de conférences sur la biodiversité, et à chaque fois il y a des colloques terrestres et puis marins. Et alors,
écologues terrestres, ils nous disent oui, l'extinction d'espèces, c'est vraiment un problème absolument clé en milieu terrestre, ce qui est vrai. Et en milieu marin, ça l'est moins, ce qui est vrai aussi. C'est-à-dire qu'on a en milieu marin des diminutions drastiques d'abondance, par exemple ces requins, comme vous voyez, mais ils atteignent aujourd'hui des tels niveaux d'abondance que je pense que dans les problèmes d'extinction, finalement, ils ont pris quelque chose par rapport au milieu terrestre, quelque chose comme 2000 ans de retard ou d'avance, vous voyez ça comme vous voulez, sur ces problèmes d'extinction, c'est-à-dire de disparition qui soient régionales ou locales. Et alors, Soldo aussi m'a donné a fait ses... vous savez, tous les pêcheurs ont à bord, et puis tous les observateurs de la mer, avec leur iPhone, maintenant, ils peuvent prendre des captures ou dès qu'ils voient un requin, ils lui envoient les photos. Donc il y a des réseaux d'observation en Méditerranée, comme ça, pour les requins. Et ces espèces-là, par exemple, n'ont pas... vous voyez, ces deux espèces n'ont pas été vues depuis 30 ans. Il n'y a pas eu un seul exemplaire qui a été photographié ou mentionné par son réseau d'observation. Et vous voyez, là aussi, 10, 30 ans, 10 ans, là, 10 ans pour ces espèces de requins. Et ces espèces-là, ils pensent qu'elles sont éteintes. Alors, la pêche et le chalutage, notamment, vous voyez, ça c'est une capture de requin quand même. C'est ce qu'on appelle des prises accessoires. Alors ça, c'était, je dirais, dans un monde abondant, ça n'a jamais été un problème pour la pêche de se dire on a des prises accessoires qui font des fois 25% des captures et on rejette toutes ces prises à la mer qui sont bien sûr mortes. Donc voilà, donc le chalutage, vous savez, c'est un filet qu'on traîne sur le fond et ça prend tout type de poissons, de sélaciens, de raies, etc. Et souvent, ils ne sont pas commercialisés, donc on les rejette en mer. Et c'est des méthodes de pêche donc très peu sélectives et qui détruisent la biodiversité. Alors, donc vous voyez, ce sera mes quelques remarques sur les requins. Voilà, je les ai rajoutés en haut. Donc les requins, ça ne sera pas les seigneurs de la mer. Alors, parlons maintenant des méduses. Alors, les méduses, en réalité, vous savez, elles font partie des plus anciens animaux qui sont sur notre planète. Et elles étaient là au Cambrien, depuis 650 millions d'années. Alors c'était un monde vraiment, je dirais que c'était un monde flasque, hein, il y a 650 millions d'années, il n'y avait pas beaucoup d'animaux. Et finalement, ces animaux-là sont devenus de plus en plus discrets avec l'accroissement de la biodiversité marine et de la biodiversité en général. Donc ils étaient très présents et ils sont devenus finalement assez discrets dans les écosystèmes. C'est pour ça que je disais qu'il y a 10 ou 15 ans, on n'aurait peut-être pas fait un cycle de conférences sur les méduses. Alors c'est vrai qu'ils se présentent ils sont simples et parfaits. Alors il y a bien sûr ces dynamiques éruptives que vous connaissez. Voilà, donc des fois ils apparaissent en grande quantité au mois de juin, juillet par exemple en Méditerranée pour certaines espèces. Alors, on les notait toujours dans cette diversité marine. Vous voyez, là, vous avez une mosaïque de l'Empire romain, et vous voyez que dans cette diversité méditerranéenne, vous avez parfois ce qui semble être des petites méduses. Là, il y en a quelques-unes, il y a des petits oursins, il y a tout plein de choses, enfin, il y a des poissons, il y a plein de choses. Donc voilà, donc les méduses ont toujours été là, présentes. Et puis, Jacqueline Goy, qui vous a fait des superbes conférences sur les méduses, vous a expliqué toute la dynamique éruptive de ces méduses en relation avec l'environnement, puisque ça, c'est un de ses thèmes de prédilection. Alors, juste pour vous dire, rappelez que les méduses, c'est du plancton. C'est du plancton, donc ça vit en surface, c'est composé d'eau, et ça fait partie du macrozooplancton, et ça a ses blooms, ces proliférations saisonnières. Alors, voilà, vous avez qui font partie du plancton, ce qu'on appelle le plancton gélatineux. Là, vous en avez tout plein d'espèces différentes. Vous avez les cnidaires, donc vous avez à l'intérieur des cnidaires, vous avez les méduses, les siphonophores, vous avez les cténaires, les tuniciers aussi, qui font partie principalement de ce plancton, et puis aussi des kétognates. Alors, juste quelques traits
Donc vous avez ces méduses dans le plancton et vous avez leurs prédateurs. Alors leurs prédateurs, bon, on l'a vu tout à l'heure, par exemple, leurs prédateurs ont été bien exploités quand même. Par exemple, les tortues marines, vous avez vu que la diminution était de plus de 80%. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, une tortue lutte, et ça a été récemment publié, c'est assez incroyable, c'est qu'ils ont calculé la consommation de méduses par les tortues luttes du Pacifique. Et on s'aperçoit qu'une seule tortue de lutte peut consommer jusqu'à 1000 tonnes de méduses durant sa vie. Donc vous voyez une petite tortue comme ça qui se promène et qui peut manger des quantités absolument invraisemblables de méduses au cours de sa vie. Alors la conclusion de ce papier, c'est que les populations pourraient ainsi consommer jusqu'à 2 millions de tonnes de méduses par an. Donc on voit bien que simplement un seul prédateur parmi tellement de prédateurs peut consommer des grosses quantités de ce plancton gélatineux. Alors ce que je voulais vous dire, c'est aussi une chose qui est absolument fascinante dans le milieu marin, ce sont les poissons. Pourquoi ? Parce que les poissons, ils ont une caractéristique, et là on avait tracé, il y a longtemps, cette courbe de la taille des œufs de tous les poissons. Il y a 30 000 poissons. On prend tous les poissons, et puis on regarde la taille de leurs œufs. Et il y a une chose qui est extraordinaire, tous les poissons ont des tailles d'œufs de 1 mm. Alors l'autre jour, j'ai dit à mes étudiants, celui qui me dit pourquoi ça fait 1 mm, gagne le jackpot. Parce que personne n'a trouvé ça. Pourquoi les tailles d'œufs font 1 mm? Je ne sais pas. Si vous savez, dites-le moi. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un thon rouge a des œufs d'1 mm, un anchois, donc un thon rouge, ça peut être gros, ça peut faire plusieurs mètres. Et un anchois va avoir des œufs d'1 mm. Donc, tous ces œufs, tous ces individus, tous ces poissons vont aller dans le plancton. Et dans le plancton, qui c'est qu'il y a? Il y a nos méduses. Donc, nos méduses peuvent être des prédateurs de nos poissons. Donc, une méduse peut manger un thon rouge. C'est aussi incroyable que ça, mais c'est une réalité. Peut absorber un œuf de thon rouge, peut absorber une larve de thon rouge. Donc voilà. Donc ça c'est une chose tout à fait différente d'avec le milieu terrestre, parce qu'en milieu terrestre vous ne verrez pas, je dis toujours, une antilope adulte manger un lionceau. Pourtant c'est ce que voilà, vous voyez. Donc voilà. Donc là il y a cette prédation qui peut être aussi due à la structuration même. Et je vais vous dire pourquoi. Je vous donne ces éléments-là parce qu'après, je vais vous donner un exemple et vous allez mieux le comprendre à l'aide de cette structuration du milieu marin. Alors, les méduses, est-ce qu'elles nous envahissent? Ça, c'est un bon sujet. Alors, en réalité, je ne vais pas répondre parce qu'on ne sait pas. Alors, on a des séries temporelles. Il y a des séries temporelles en Méditerranée. Vous voyez, à Villefranche, sur... les gélatineux carnivores, les méduses. Alors vous avez des grandes séries sur 40, 50 ans, mais c'est très très local. Alors est-ce qu'au niveau mondial, il y a vraiment quelque chose? Alors on peut modéliser, on peut faire des modèles, et puis regarder un petit peu la relation. Par exemple, là c'est une abondance simulée, mais là ce n'est pas des vraies données, ce n'est pas des vraies données, des vraies observations, c'est des choses qu'on modélise et puis qu'on étudie. Alors, l'abondance simulée pour les méduses, leurs proies et leurs prédateurs, vous voyez, donc il y a le zooplancton, il y a les méduses qui évoluent au cours du temps, et puis vous voyez, vous avez les petits poissons pélagiques, et puis les méduses qui sont là, et on voit qu'il y a une relation négative entre les deux, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de poissons pélagiques, il y a moins de méduses, et vice-versa. Donc voilà, donc on peut... Bon, voilà, il y a des données. Et puis là, peut-être la synthèse la plus convaincante, parce qu'elle a regroupé un petit peu toutes sortes d'observations, toutes sortes de modélisations, toutes sortes de choses parfois indirectes, parce que ce n'est pas des observations directes. On n'a pas beaucoup d'experts, à part Jacqueline et puis quelques collègues, on n'a pas beaucoup d'experts en méduses. Donc on voit que, vous voyez sur cette carte mondiale, là en orange très foncé, en rouge, vous avez les zones où il semble qu'il y ait des augmentations fortes, légère augmentation, donc voilà, dans ces zones-là, en Europe, en Méditerranée,
Il semble que les populations sur les dernières décennies soient à peu près stables dans ces zones-là. Puis on observe même aussi des décroissances probables, possibles, en bleu, là, sur les côtes chiliennes et péruviennes. Donc, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Est-ce que le milieu marin, bon, on s'est débarrassé, vous avez vu, assez vite des requins. Est-ce que le milieu marin va être maîtrisé par finalement ces méduses? Des écosystèmes pleins de méduses. Alors, je vais vous faire juste un tout petit autre concept qui est important et qui va nous aider à comprendre finalement l'exemple que je vais vous donner tout de suite après. Alors, en écologie, vous savez, quand il y a beaucoup de prédateurs, quand il y a beaucoup de prédateurs, de gros poissons, par exemple, vous avez ce qu'on appelle une chaîne trophique, c'est-à-dire ces prédateurs-là, ils mangent ce qu'on appelle les sardines, les anchois. Les sardines, les anchois vont manger le zooplancton, puis le zooplancton va manger le phytoplancton. Alors, on a perçu que ce qu'on appelle le contrôle descendant, c'est-à-dire un contrôle où, si par exemple on diminue l'abondance de tous ces prédateurs, oiseaux, mammifères marins, gros poissons, requins, etc. Si on les diminue, voilà, au cours du temps, voilà, eh ben, on va avoir une réponse dans l'écosystème, une réponse de la chaîne trophique qui sera que finalement, ces petits poissons étant moins consommés, on va les voir en plus grande abondance. Si on les voit en plus grande abondance, le zooplancton va diminuer, et puis si le zooplancton diminue, ben, on aura le phytoplancton qui augmentera. Alors, ça, c'est un schéma, vous voyez, assez de prédation et un contrôle par la prédation. En réalité, ce schéma-là, il existait il y a 10-15 ans, il n'existait pas en écologie marine. Il a été inventé par les gens qui travaillaient sur les lacs. Pourquoi? Parce que les gens qui travaillaient sur les lacs, ils voulaient savoir si un lac, vous savez, il y a des lacs qui sont transparents et puis il y a des lacs qui sont ouverts. Alors ça, c'est un mystère. Et le mystère, il est résolu par la chaîne trophique. C'est-à-dire que si vous retirez, par exemple... Alors, les gens se sont amusés à faire des expérimentations. Ils ont pris des lacs et puis ils ont retiré les prédateurs, tous les brochets. Vous savez, il y a des brochets. Et puis ils ont regardé et le lac changeait de couleur. Donc ça, c'était étonnant. Et finalement, l'explication, c'était que quand vous supprimez les brochets, vous avez cette cascade, ce qu'on appelle une cascade trophique, et vous voyez, le phytoplancton qui augmente. Donc finalement, qu'est-ce qui explique que les lacs sont verts? C'est l'abondance ou non du brochet. Alors ça, on se disait, mais c'est impossible en milieu marin. Ça ne peut pas exister parce que vous savez, pour obtenir ça, il fallait vraiment retirer tous les brochets du lac. Il ne fallait pas en laisser un. Donc on s'était dit, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas avoir ces cascades trophiques. Et pourtant, si, on peut l'avoir. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Je vais vous montrer un exemple qui est absolument incroyable. C'est sur ces petits poissons. Alors les petits poissons, vous voyez, c'est ces petits poissons pélagiques qui font des très grands bancs, et ça peut être des sardines, des anchois, etc. Alors ces poissons, on les appelle les poissons fourrage. Vous voyez, c'est tous ces petits poissons-là, parce qu'ils jouent un rôle absolument incroyable dans l'écosystème. Ils servent en réalité de fuel de l'écosystème et de nourriture à l'écosystème. Alors, ils servent à nourrir qui? Ils servent à nourrir tous les gros poissons, ils servent à nourrir les mammifères marins, ils servent à nourrir aussi tous les oiseaux. Et puis, ils ont des répercussions, leur abondance, parce que souvent, ces poissons-là, ils sont très abondants et ils jouent parfois un rôle de contrôle aussi sur le plancton. Donc, c'est un rôle un peu clé de ces poissons fourrage. Alors, avec la pêche, qu'est-ce qu'on fait? On exploite beaucoup ces poissons, parce qu'en réalité, ces poissons, ils sont clés pour l'exploitation mondiale de poissons. Vous voyez, là, vous avez en millions de tonnes les captures mondiales, et vous avez en grisé foncé ces petits poissons. Les captures de ces petits poissons, c'est-à-dire les anchois, les harengs, les sardines, etc. Et tous ces poissons-là, ça fait quand même 37% des captures mondiales, c'est pas rien, et c'est transformé en majorité en farine et en huile de poisson pour nourrir les porcs, les volailles et les poissons d'aquaculture. Donc il y a une très grosse pression. À l'heure actuelle, il y a une très très grosse pression au niveau mondial parce qu'il y a une demande en protéines sauvages qui est immense. Donc ces prix-là ont augmenté de façon absolument incroyable. Alors je vais vous présenter un exemple. Moi j'ai travaillé dans deux zones. J'ai travaillé là en Namibie,
et puis en Afrique du Sud. Et en Namibie, ils ont fait un truc absolument incroyable, parce qu'en Namibie, il n'y a pas... Alors, on parle beaucoup de gestion de pêche en Namibie, mais il n'y a rien. Je veux dire, on pêche. Vous savez, c'est la stratégie du laisser-faire. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est présenté comme un modèle, souvent par des gens, mais alors là, je leur dis, mais quel modèle c'est? Alors, la Namibie, vous voyez, il y avait des captures en noir, c'est les captures, voilà, c'est les captures de toutes les espèces, et en noir, vous avez ces petits poissons fourrage, donc ces sardines et ces anchois, qui jouent un rôle clé dans l'écosystème. Alors, vous voyez, il y a eu des captures, et puis pour des raisons à la fois de surpêche, mais à la fois climatiques, il y a le stock s'est effondré dans les années à peu près 75, et finalement, et puis en plus, après, il y a eu quelques tentatives où ils en ont repris un petit peu, mais ils ont vraiment continué de pêcher, et ils ont extirpé vraiment les dernières sardines et les derniers anchois. Même, je leur demande à chaque fois, vous savez, alors la dernière campagne, qu'est-ce que ça a donné? Et ça devait être en 2007, ils m'ont dit, on fait des campagnes avec des bateaux, on fait des campagnes acoustiques, et puis on fait des échantillonnages. On a pris deux sardines. Un écosystème qui était capable d'en produire 10 millions de tonnes. À cette époque-là, les évaluations donnaient 10 millions de tonnes. Ce qui me paraît beaucoup, mais bon, voilà. Il y avait une grande quantité de poissons pélagiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en Afrique du Sud, vous voyez, il y a eu des fluctuations, bien sûr, mais vous voyez ce panel noir, ce sont les captures de poissons pélagiques, de sardines et d'anchois. Et ils sont stables et ils durent dans le temps. Alors, regardons un petit peu ce que ça a donné, parce que nos méduses ne sont pas bien loin. Alors, vous avez là c'est la Namibie, là, c'est l'Afrique du Sud. Et alors là, vous voyez les captures là, de sardines et puis d'anchois. Vous voyez que là, toute la dernière période, depuis les années 80, il y en a très peu. Et là, c'est la biomasse. Alors là, c'est vraiment ce qu'il y a dans la mer. Vous voyez, la sardine, ça a monté à 10 millions de tonnes. Et puis hop, c'est descendu, 75, presque plus rien. Il y a eu un petit pic là qui se sont empressés de pêcher, et puis rien. Alors, d'un point de vue écosystémique, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que d'abord, je ne sais pas si on peut le relier vraiment, mais le merlu, vous voyez, ça c'est la courbe de capture de merlu, il ne va pas trop bien. Et puis ce qui s'est passé, c'est que tous les oiseaux, vous voyez, tous les oiseaux sont morts parce qu'ils n'avaient plus de sardines à manger. Alors, l'Afrique du Sud, vous voyez, vous avez des fluctuations très grandes, parce qu'on le sait, les sardines, les anchois, ça fluctue d'une année sur l'autre, mais ils ont su réguler leur stock. Et vous voyez, le merlu, bon, ça se porte un peu mieux. Et puis les populations d'oiseaux, ça fluctue aussi pas mal, parce qu'il y a d'autres problèmes de changement climatique, mais il y a quand même cette chose-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, la nature, elle a horreur du vide. Et qu'est-ce qui s'est produit? Quand on retire 10 millions de tonnes, ou des grandes quantités, des millions de tonnes, eh bien, nos fameuses méduses sont venues. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder tous les documents historiques avant 70, avant l'effondrement de la sardine et de l'anchois. Et on il y a très peu on note juste la présence de Cnidaria et Merdu sozoa, qui était négligeable. Et aujourd'hui, vous voyez les campagnes d'évaluation, depuis les années 80, donc depuis qu'il n'y a plus cette composante de sardines et d'anchois, qui sont en réalité des compétiteurs et peut-être aussi un petit peu des prédateurs de stades très, très jeunes de méduses, qui pullulent. Alors, qui pullulent, il y a eu deux évaluations. Bien sûr, c'est très difficile d'évaluer au niveau de tout un écosystème l'abondance de méduses, mais vous le voyez, il y a eu un chiffre de 40 millions de tonnes et 12 millions de tonnes en 2000. En réalité, le système, il est colmaté par les méduses. Donc vous avez encore aujourd'hui 3 fois plus de méduses que de poissons. Donc quand vous passez un coup de chalut ou quand vous pêchez, voilà ce que ça donne, la gadoue que ça donne. Donc c'est vraiment une nuisance pour l'écosystème. Et ça, c'est un des premiers exemples documentés où on voit bien il y a une relation entre la surpêche et la prolifération, la pullulation de méduses. En réalité, ça ne fait pas que ça. On voit bien que l'écosystème, vous savez, c'est ce que les écologistes appellent les changements de régime, l'écosystème a basculé dans un autre type de fonctionnement et la contrepartie,
en plus, ça a été l'effondrement des populations d'oiseaux. Vous voyez, voilà une photo dans les années 30 à Lüderitz des populations de manchots, et voilà la même photo aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a quantifié, et ça, les scientifiques ont fait ça très bien, ils ont regardé les mortalités d'oiseaux dues au changement climatique et dues à l'absence de sardines et d'anchois. Donc on est tombé sur le chiffre de 77 et 95% d'effondrement de ces populations suite à la surexploitation, donc qui a entraîné les méduses. Et comme les oiseaux n'aiment pas les méduses, ils crèvent de faim. Les mammifères marins aussi. Alors en réalité, on a modélisé tout ça, vous pouvez imaginer. Et voilà, en réalité, le soleil, vous savez que c'est le soleil qui produit la vie et qui produit tout ce qu'il y a sur Terre de vivant. Donc il passe dans le phytoplancton, le zooplancton et les sardines. Et donc les sardines permettaient finalement de garder cette énergie au niveau de la couche de surface, mais aussi de nourrir tous les prédateurs marins. Et il y avait peu de méduses, et il y avait aussi des gobies, peu de gobies. Et aujourd'hui, le fonctionnement, c'est finalement celui-là, c'est-à-dire un fonctionnement, c'est-à-dire le soleil produit le phytoplancton, qui produit le zooplancton, et beaucoup de méduses qui ne peuvent pas servir de proie aux poissons, et des gobies en grosse quantité. Ça aussi, ça a été, parce que les gobies, si vous voulez, vivent dans des zones anoxiques. Alors, cet exemple-là, que j'ai documenté, que j'ai travaillé ça avec les collègues namibiens et sud-africains, c'est pas une exception. C'est pas une exception. Vous avez aujourd'hui en mer du Japon, en mer de Bohai, qui est en mer jaune, vous avez et en mer du Japon et en mer Noire, vous avez des exemples de pullulation et de pullulation durable. C'est plus le mois de juin, de juillet, c'est vraiment des choses qui durent dans le temps. Et ça, je dirais, c'est nouveau. C'est pour ça que je disais qu'on ne pouvait pas, il y a 10-15 ans, on n'aurait peut-être pas fait de conférence sur les méduses parce que c'était anecdotique, c'était une composante anecdotique de la biodiversité marine. Alors, en mer de Bohai, vous savez, il y a eu, ça c'est une mer, j'avais étudié ça, j'ai décrit ça dans un bouquin, c'est un exemple absolument fascinant parce que mer de Bohai, c'est une petite mer, et alors ils ont retiré, alors vraiment là c'est aussi une expérience à grande échelle, puisqu'ils ont retiré tous les poissons des merceaux, ils les ont surexploités, après ils ont surexploité tous les poissons pélagiques, le résultat ça a été les méduses, et aujourd'hui ils surexploitent la méduse. Donc voilà, après il y aura peut-être des virus à manger, mais bon. Alors, en réalité, je vous parle de surpêche aujourd'hui, mais vous l'avez vu, vous avez un cycle de conférences et chacun va y aller de son facteur. En réalité, c'est une synergie de facteurs, parce qu'aujourd'hui, tout est favorable aux méduses. Beaucoup de facteurs sont favorables aux méduses. Je vous ai parlé de la surpêche. Donc la surpêche qui peut, vous l'avez vu, déstructurer l'écosystème en retirant une composante, mais aussi, et il y a un papier qui va sortir, c'est la destruction par les chaluts des habitats. C'est-à-dire qu'un habitat complexe, s'il est passé avec un chalut, il va devenir assez simple, et ça, il est plus favorable à la prolifération des méduses. Vous avez l'eutrophisation, et vous avez aussi le réchauffement des eaux, qui est plus favorable aux méduses. Alors, est-ce qu'on va vers un futur gélatineux, comme nous le dit Jules Verne? Vous savez, il y a une chose incroyable. Est-ce que finalement, il y avait un papier qui disait ça, est-ce qu'on retourne vers le Cambrien, est-ce que finalement, à retirer une grande partie de cette biodiversité, à la menuiser de façon incroyable, est-ce qu'on n'est pas en train de simplifier les écosystèmes? Ça, c'est une question, je dirais, intéressante. Alors, vous voyez, là, vous aviez au Cambrien, vous aviez ces composantes, alors Chlorophysae, Rhodophysae, etc. Et puis après, ça s'est complexifié, vous avez les diatomes, voilà. Donc ça, c'est les millions d'années, puisqu'on remonte à 650 millions d'années. Et puis, vous avez, pour les producteurs secondaires, vous aviez ces animaux-là, les ostracodes, qu'on trouve toujours d'ailleurs dans le milieu marin, et les ophocytes, qui sont venus beaucoup plus tard, et puis les jellyfish, donc nos fameuses méduses, qui sont toujours là. Mais vous voyez que les poissons pélagiques, etc., toute cette biodiversité marine, ces 30 000 espèces de poissons marins, qui sont venus complexifier le milieu. Donc en venant complexifier le milieu, on le voit bien, ça ramenait les méduses à des anecdotes, et puis à une chose qui
qui était dynamique éruptive, mais qui venait de temps en temps, et pas en grande abondance. Donc on voit bien avec cet exemple namibien que de retirer ou déstructurer les écosystèmes, ça a des conséquences importantes. Alors, quel futur pour les écosystèmes marins? Donc, vous savez, on a tous une vision différente du milieu marin, de l'écosystème. Alors, il y a les pêcheurs, ils veulent pêcher, les scientifiques, ils veulent faire des beaux modèles, les consommateurs, ils veulent du poisson pas cher, etc. Alors, il nous faut une vision pour le monde, pour nos écosystèmes marins. Une vision, alors vous savez, une vision, en réalité, c'est la seule chose qui peut changer le monde. Hein, c'est une vision. Alors, et dans les visions, c'est donc une chose partagée, une société désirable. Donc il va falloir s'interroger, est-ce que des écosystèmes pleins de méduses, c'est désirable? Je ne sais pas, ça c'est un choix, qui pourrait produire une prospérité permanente, connaissant les contraintes physiques du monde réel, de façon qu'elle soit juste, équitable pour toute l'humanité. Mais alors ce qui est nouveau, je dirais, c'est aux autres espèces et aux générations futures. Et ça, dans nos sociétés, c'est peut-être la première fois. Vous savez, en économie, par exemple, vous savez, la théorie économique, on ne tient pas compte des générations futures. Ça n'existe pas. Donc, voilà. Donc ça aurait été une vision. Et l'approche écosystémique des pêches, c'en est une vision. Alors, c'est une vision forte de ce que peut devenir nos écosystèmes marins demain. Alors, la définition de l'approche écosystémique des pêches, c'est quoi? C'est réconcilier deux choses qui étaient complètement séparées. C'était l'exploitation et la conservation des espèces marines, qu'elles soient exploitées ou non exploitées. Quand on s'intéresse à l'exploitation de la sardine et puis qu'on regarde l'influence sur les oiseaux marins, par exemple, c'est de l'approche écosystémique. Alors, l'approche écosystémique, et ça, c'est une chose qui a été, je dirais, documentée, c'est éviter la dégradation des écosystèmes. On le voit bien dans l'écosystème namibien, depuis les années 80, on a un système qui a complètement été changé, bouleversé. Ça, c'est une dégradation qui semble... Alors, bien sûr, ce sera réversible, mais le problème, c'est à quelle échelle de temps ça sera réversible. Minimiser, donc, ces risques de changement irréversible des assemblages naturels et des processus écosystémiques. Pardon. Donc ça, ce n'est pas simplement une vision d'un doux rêve d'un écologiste dans son coin. En réalité, c'est un travail aussi... cette approche écosystémique, un travail... Alors là, vous voyez, vous avez une diapo absolument hyper complexe, comme tout ce qui est au niveau international des Nations Unies, mais ça a été tout un cheminement logique dans l'exploitation des ressources renouvelables. C'est-à-dire, on est parti de pêche, vous voyez, il y a eu au niveau des initiatives et des accords multilatéraux, il y a eu des déclarations à différentes époques, depuis les années 65, sur les pêches, avoir des pêches plus responsables, tenir compte des interactions dans les pêches, etc. Et aujourd'hui, je dirais que ça, c'est une vision qui a vraiment émergé, qui est importante, puisque c'est même dans les déclarations de Johannesburg, dans les objectifs d'Aichi, qui sont des grands objectifs internationaux, sur qu'est-ce qu'on mettre en œuvre l'approche écosystémique. Alors revenons à notre exemple, parce que vous voyez, j'ai surtout insisté sur la Namibie, mais je voudrais insister juste un petit peu pourquoi les Sud-Africains, finalement, ont réussi à maintenir la viabilité de leur écosystème et ont évité la dégradation de et n'ont pas été vers le seigneur du Benguela qui pourrait être les méduses. Alors en réalité, les Sud-Africains, ça fait 20 ans qu'ils font de l'approche écosystémique. Ils ont une approche extrêmement intégrée, extrêmement scientifique, qui est basée sur des faits scientifiques et qui est participative. Alors là, il y a, je crois que pour réconcilier conservation et exploitation, il faut lire le dernier livre qu'ils viennent de produire, parce que c'est une expérience de 20-25 ans, et vraiment, c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse. Et il met dans cette approche-là, dans cette façon de conserver la dynamique des écosystèmes, ils ont beaucoup insisté sur l'aménagement. Et vous voyez, la participation des parties prenantes est essentielle à la mise en œuvre réussie d'une approche écosystémique. Pêcheurs, bien sûr, mais les ONG, les politiques, les scientifiques. Ils insistent beaucoup, bien sûr, sur le rôle des scientifiques. J'ai travaillé à l'université du Cap. Et bien, figurez-vous qu'à l'université du Cap, il y a un département de mathématiques, il y a un département de physique, il y a un département de zoologie. Et bien, ces trois départements-là travaillent ensemble sur les mêmes problématiques de pêche. Alors, citez-moi un exemple d'une université française qui fait ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
parce que tout le monde travaille dans son coin. Donc, vous voyez, cette intégration-là, ça fait 20 ans qu'elle est produite et qui est importante. Il souligne aussi beaucoup le rôle fédérateur des ONG. C'est vraiment, et vous savez, c'est pas... Augustine, c'était l'ancien directeur des pêches. C'était le directeur comme l'Ifremer aujourd'hui, donc chez nous. Donc, vous voyez, c'était quelqu'un qui tous les jours devait travailler avec les pêcheurs, etc. Donc, tous les points de vue doivent être représentés et aucun groupe d'individus ne doit se mettre en avant. Il nous dit qu'afin de maintenir la qualité et améliorer l'objectivité des données scientifiques nécessaires à la gestion, les institutions scientifiques liées aux pêches et à la conservation devraient être plus indépendantes et intégrées aux différents organismes scientifiques nationaux, sans commentaire. Les scientifiques doivent accroître leurs efforts pour communiquer les enjeux écosystémiques auprès des politiques. Donc ça, c'est vraiment une chose qui a permis finalement d'éviter les méduses. Alors en Europe, on a une très bonne initiative qui est la directive cadre européenne, marine européenne, pour définir le bon état de santé des écosystèmes. Alors vous savez, c'est comme quand vous faites votre prise de sang, vous avez plein d'indicateurs qui vous disent si ça va à peu près, ou si là ça ne va pas, il y a un petit truc trop faible ou trop fort. Donc là, ça va être un petit peu pareil. On a défini pour les océans un état de santé à partir d'indicateurs. Vous voyez, vous avez 11 descripteurs et vous en avez un élément des chaînes trophiques marines. Donc là, j'espère qu'il y aura les méduses qui vont être utilisées comme indicateurs de mauvaise santé. Quand il y a trop de méduses, il faut faire quelque chose dans les écosystèmes marins. Bon, ça, il faut dire que... Alors, ma grande crainte, c'est que ça devienne une usine à gaz. J'espère pas, parce que c'est une idée formidable, c'est d'avoir des descripteurs. Et vous savez, quand on fait des descripteurs de bon état de santé, il faut que ça reste simple. Sinon, ça va être incompréhensible par le grand public, ça va être incompréhensible par tout le monde. Il y a une autre initiative aussi qui est vraiment, je dirais, fantastique, c'est l'IPBES. L'IPBES, c'est une plateforme mondiale pour s'interroger sur le futur de nos océans et de nos milieux terrestres. On a des écosystèmes, on sait qu'ils vont changer parce qu'il y a du changement climatique, il y a des pollutions, il y a plein de choses. Donc est-ce qu'on est capable aujourd'hui de mettre toute cette science ensemble, cette expertise, et puis de tracer des scénarios, de savoir qu'est-ce que ces écosystèmes vont devenir dans le futur, dans 50 ans. Donc pour influer, pour informer les politiques et l'aménagement. Donc ça, c'est une initiative, vous savez, vous connaissez le GIEC, il y a eu la même dynamique qui a démarré il y a 15 ans avec les physiciens pour nous dire qu'est-ce que va devenir le changement climatique, qu'est-ce que va devenir notre climat. Eh bien aujourd'hui, il y a la même plateforme, puis ça s'appelle une plateforme internationale qui va regrouper tous ces experts et les savoirs traditionnels aussi qui vont prendre une grande part dans cette expertise-là pour nous dire qu'est-ce que vont devenir les écosystèmes et qu'est-ce qu'on peut faire si on a des objectifs comme par exemple éviter les méduses. Alors ça, vous savez, moi je prends ça, je suis très impliqué là-dedans parce que je prends ça très au sérieux et je pense que la dernière fois qu'on a fait ça, c'était Diderot et d'Alembert. Alors vous vous rappelez l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. C'était quoi? C'était un moment de révolution des esprits, des façons de faire la science et un contexte complet de renouveau des connaissances. Et Diderot et d'Alembert, bon là à l'époque c'était quoi? C'était 1000 personnes pendant 24 ans. Aujourd'hui ça va être pour l'IPBES, les gens qui travaillent sur le milieu marin, le milieu terrestre, l'écologue, tous les gens qui travaillent là-dessus, ça va être des centaines, peut-être des millions, je ne sais pas, de gens avec Internet, branchés, je ne sais pas comment faire tout ça, et qui vont assimiler les savoirs pour les rendre accessibles et communicables et utiles pour les politiques publiques. Donc ça, c'était vraiment, vous savez, au XVIIIe siècle, ça a été révolutionnaire parce que ça a remis aussi la science au devant de la décision publique, politique. Bon, on pourrait parler de ça. Ce qu'il faudra faire dans les pêches, c'est préserver, vous savez, faire des pêches lentes. Alors vous savez, il y a le slow food, vous connaissez, la nourriture lente, mais par analogie, il y a le slow fish. Alors slow fish, c'est bien parce que, en même temps, quand on traduit de l'anglais, ça veut dire un poisson lent, hein, parce que la nature, elle est lente. La nature est lente. En même temps, elle va vite des fois quand elle se reproduit, quand les méduses se reproduisent, mais des fois, elle a ces rythmes
qu'il faut respecter. Alors si on parle de développement durable, il est évident qu'il faudra, puisque c'est une ressource sauvage, il faudra respecter ces rythmes. Parce que nous, vous savez, on est pressés quand même, nous les hommes. Donc voilà, ce concept de pêche lente qui propose une métaphore durable de l'exploitation des ressources marines dans un contexte d'exploitation. Donc c'est aller lentement, rester petit, manger local, mieux. Alors aller lentement, voilà, donc c'est rendre les choses compatibles entre la pêche et les ressources marines, et c'est pas se déplacer d'une zone à l'autre une fois qu'on a surexploité un stock. C'est aussi tous les problèmes de restauration des stocks qui sont sur tous les agendas internationaux. Vous avez aujourd'hui, par exemple, je vous ai parlé des grands agendas internationaux. Aujourd'hui, il va falloir, d'ici 2015-2020, reconstruire tous les stocks qui ont été surexploités. Alors, franchement, si vous savez, après le 1 mm des œufs, si vous savez comment on fait en Méditerranée, vous venez me voir, parce que je ne sais pas. Alors, il va falloir développer des pêches artisanales avec des engins passifs. On l'a vu, le chalutage, vous savez, le chalutage, c'est plus de 60% des façons de pêcher au niveau mondial. Il va falloir avoir une vision de ça, parce qu'on ne va pas pouvoir rester avec des engins qui consomment énormément de gasoil, qui sont des destructions à biodiversité et qui résistent pas au point de vue économique. Donc il va falloir repenser ça, avoir des engins beaucoup plus passifs et des engins économes en énergie fossile. Certainement qu'il faudra, vous savez, le poisson c'est quand même un animal sauvage, donc c'est pas du poulet de batterie. Quand on mange un poisson, c'est un animal sauvage. En milieu terrestre, on fait un petit peu la différence. En milieu marin, on ne fait pas trop la différence entre sauvage et d'élevage. Voilà, il faudra consommer aussi. Alors donc on va pas tarder à s'arrêter. Ce que je voudrais dire, c'est que on a une mer avec. Ce qu'il faudrait, c'était avoir une mer avec un petit peu de méduses, hein, comme il y a des millions d'années, et puis des requins, parce que vous voyez que les requins, ils sont quand même en grande difficulté. Donc il faudra pour ça éradiquer la surexploitation, la destruction des habitats et les prises accessoires. Les prises accessoires, vous savez, c'est tout ce qu'on rejette en mer, c'est-à-dire des millions de tonnes. Et puis aussi, il faudra, je voulais commencer à vous le montrer, ébaucher ces scénarios qui permettent de construire des futurs possibles pour nos ressources marines et puis atteindre des objectifs désirables. C'est-à-dire les objectifs désirables, c'est peut-être pas d'avoir des mers pleines de méduses, parce que ça, c'est peut-être désirable d'un point de vue chinois, je le respecte complètement, mais on s'est engagé sur d'autres voies en Europe puisqu'on a le bon état environnemental des mers européennes. Donc on s'est engagé dans une autre voie. On s'est engagé sur un futur, je dirais, qui réserve, qui conserve la productivité et la diversité marine. Donc c'est l'approche écosystémique et c'est vraiment une relation différente avec la nature. Donc maintenir la biodiversité, maintenir des captures élevées, ce qui est possible, et maintenir des emplois dans la pêche, donc éviter les pullulations de méduses comme on a vu en Méditerranée. Donc voilà, on est pour des océans avec un peu de méduses, des requins, et puis des pêcheurs aussi, parce que vous savez, le laisser faire, on voit où ça mène, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pêcheurs. Voilà, je vous remercie de votre attention.